aujourd'hui, c'est le dernier cours de la série de cours plus leçon inaugurale. Et l'objectif de ce cours, c'est finalement de faire un peu un résumé ou de mettre en perspective un petit peu toutes les différentes leçons ou approches qu'on a pu développer, que ce soit sur la technologie, sur les cycles de vie, sur tout ça, et essayer de regrouper ça dans un objectif qui est l'objectif le plus important, celui de la transition énergétique et surtout de la transition écologique au niveau de la planète, et qui est sur le fond ce qui m'a motivé depuis la nuit des temps. J'aime bien la physique, j'aime bien la chimie, j'aime bien la science, mais j'aime aussi la Terre, la nature et le futur de l'humanité. Alors donc je vais essayer d'aborder un exercice assez difficile qui est les visions prospectives. On a quelque chose, on a une situation, on a un système, et puis on se dit qu'est-ce qui sera demain. Et je dirais que les bibliothèques sont peuplées d'innovations qui n'ont pas réussi. Et qu'en fait, pour quelque chose qui transforme les choses, il y en a peut-être 10 ou 1000 ou 100 000 qui ne les transforment pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelque chose on pense qu'on a quelque chose qui va changer, va donner des solutions pour résoudre des problèmes, souvent on se trompe. Alors, en fait, j'ai aussi un plaisir immense qui est celui d'accueillir André Joffre. Alors, André. Voilà, André, c'est une histoire commune très longue parce qu'il faut voir que l'énergie solaire en France, c'est aussi une petite tribu avec des gens qui se connaissent depuis parfois 10 ans, 50 ans, il y a des jeunes, c'est même une tribu non seulement au niveau français, mais au niveau mondial, international. J'ai des relations avec des collègues japonais ou des collègues américains ou des collègues sénégalais depuis des années. Et en fait, on travaille ensemble et on construit ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est une leçon importante, c'est que le progrès, le progrès de l'humanité dépasse les frontières. Et donc, c'est aussi Alors, André vous parlera du futur à la lumière. Je m'étais promis de finir mes phrases. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je saute souvent d'une phrase à l'autre. J'ai remarqué ça parce que j'ai revisionné quelques cours et je me suis dit, oulala, le futur à la lumière des expériences et évolutions actuelles sur le plan local. Donc André, c'est vraiment, comme je vous disais, un très grand plaisir parce qu'André est un des acteurs, un des pionniers du solaire en France et surtout aussi du développement. Moi, je suis beaucoup dans la recherche, dans l'aspect un peu prospectif, mais j'ai surtout consacré mon temps à développer les recherches, les outils, les matériaux dont je vous ai parlé, la table de Mendeleïev, etc., etc. Et André est à la manœuvre sur tout ce qui est, finalement, à quoi ça sert tout ça ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Comment développer les choses localement ? Et c'est un autre monde, c'est d'autres spécialités. Et je suis vraiment très heureux que tu fasses finalement le cours final de tout cet enseignement. Alors, photovoltaïque et transition énergétique, vision à 10 ans, 30 ans. Et comme la dernière fois, je rajoute aussi le drapeau ukrainien pour montrer que les belles visions qu'on peut avoir à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elles peuvent aussi complètement être modifiées par la folie humaine et par la guerre, par d'autres éléments. Et je souhaite vraiment que le peuple ukrainien sorte victorieux de cette situation et qu'on retrouve la paix. Mais pas qu'en Ukraine, mais dans le monde. Alors pour démarrer ce cours, je voudrais présenter en fait un travail qui a été coordonné par Jean-Michel Lourtios, qui est ici, qui est un travail que je trouve exceptionnel parce que on parle d'enjeux de la transition écologique. Et je trouve très important de ne pas compartimenter les choses entre la transition énergétique, on s'en saucissonne, etc. Non, globalement, il faut que tout ça rentre dans une logique de transition écologique. Et cet ouvrage qui est en accès libre, je vous recommande d'aller le voir. Il y a beaucoup d'auteurs, tous les thèmes sont traités et il est en open access avec l'adresse qui est indiquée ici. Donc un grand merci aussi à toute l'équipe et à Jean-Michel pour ce document que je n'ai pas encore complètement eu le temps de découvrir et de déguster, mais il y a certains passages. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment comment il est introduit et cette sorte de rose des vents des problèmes et des choses qu'il faut qu'on règle. Je la trouve très bien. Vous voyez, l'acidification des océans, l'ozone stratosphérique, le cycle de l'azote, le phosphore, l'utilisation de l'eau,
le changement d'utilisation des sols, l'érosion de la biodiversité, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Et puis finalement, il y a un cadran qui est le changement climatique, qui est extrêmement important et qui lui-même est lié au changement énergétique et à la transition énergétique. Donc vous voyez, ça replace les choses dans leur contexte et dans leurs enjeux. Et là, on a quelque chose de très clair. Nous sommes à l'origine de ce changement climatique avec ces courbes qui ont été faites par le travail extraordinaire qui a été fait par le GIEC sur ces travaux, où on montre vraiment, regardez à gauche, c'est 2000 ans. 2000 ans de stabilité du CO2. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas le pointeur. Il y a 2000 ans de stabilité du CO2, vous voyez l'échelle, 1750. Hein. Pas 2000 tout à fait. 1750 et 270. Regardez ce qu'on a été capable de faire en 270 ans. Et on l'a fait sur le CO2, on l'a fait sur le méthane, les oxydes d'azote, etc. Et ce qui est extraordinaire, comme on est dans un cours de prospective, la question qu'on peut se poser, c'est on va regarder comment le photovoltaïque peut faire quelque chose, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable d'arrêter ça ? Et c'est effectivement quelque chose de très important et de monstrueux. En fait, finalement, donc c'est tiré du livre, en fait, c'est même l'article introduction. Ce sont les activités humaines, en particulier avec l'exploitation des énergies fossiles, qui sont à l'origine de ce changement atmosphérique. Et vous voyez, entre 1960 et 2020, le passage de 320 à 420, donc un gagné 100. Et puis, effectivement, après, les répercussions qu'aura ce changement climatique sur la température moyenne de surface. Et là, on voit quelque chose de désastreux, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on sera avec des augmentations à la fin du siècle pouvant aller jusqu'à 4 degrés, et on essaye de le limiter à 1,5. Ça s'accompagne aussi d'un tas d'éléments, la sécheresse, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne marche pas le pointeur, non ? La sécheresse, les changements climatiques avec tout ce qui est tempête, etc. Et regardez l'incidence sur le niveau moyen des océans, sachant qu'une bonne partie de l'humanité est située près de la mer et à des niveaux très bas. Donc les enjeux sont considérables et je dirais que l'ensemble de mon activité du cours et tout est centré sur trouver des solutions et apporter la pierre à l'édifice pour les solutionner. Alors pour faire ça, ce que nous devons faire, nous devons réduire les émissions de CO2 et voilà les courbes qui sont faites au niveau du World Energy Outlook 2021, c'est l'Agence internationale de l'énergie dont je vous parle régulièrement, qui finalement établit chaque année la vision, et on voit apparaître les différents scénarios. Le scénario où on ne fait rien, le scénario où on fait un peu, le scénario où on fait encore mieux, et puis le scénario qui s'appelle NZE, et NZE, ça veut dire Net Zero Emission by 2050, donc à zéro émission. Et puis sinon, vous avez un scénario intermédiaire qu'on appelle le SDS, qui est c'est un scénario qu'on considère de développement soutenable. Et puis finalement, le step, c'est celui si on ne fait pas grand-chose, quoi. Et ce qu'on voit, c'est regarder les conséquences au niveau de la fin du siècle, au niveau des températures. On voit qu'on pourrait aller entre 1,5 degré, et on voit que le 1,5 degré, il est quand même assez inscrit. Et puis ensuite, on voit que ça peut monter à plus de 2,5 degrés. Donc les enjeux sont vraiment considérables. Finalement, comme je vous l'indiquais, l'origine de tout ça, c'est quand même l'utilisation des énergies fossiles, ce miracle de la révolution industrielle qui l'a permis, mais qui nous a aussi accompagnés de ce dramatique problème qu'on a à résoudre aujourd'hui. Et mon approche, c'est de dire recourons au soleil. Il faut redécouvrir le soleil, il faut redécouvrir l'énergie qui nous vient du soleil, qui quelque part est intéressante parce qu'elle n'a pas la contingence de la finitude de la planète. On dit tout est restreint. La planète, c'est un petit monde. En fait, on vit dans un système clos. Les ressources sont restreintes, l'alimentation est restreinte, tout est restreint. Il y a une chose qui n'est pas restreinte et qui est importante à rappeler parce que c'est celle qui peut nous donner de l'espoir aussi. C'est que la lumière du soleil est extraterrestre, par définition. Elle nous vient du soleil, même d'un réacteur de fusion.
Et cette lumière est une quantité considérable qui nous arrive sur la Terre et qui est d'ailleurs à l'origine de nos problèmes. L'effet de serre vient quand même du fait que cette lumière se réfléchit, est captée, etc. Donc on voit que la lumière, c'est un peu la chaleur du Soleil, c'est notre problème, où il y a une conséquence, mais c'est aussi une solution. Donc l'idée du photovoltaïque, c'est se brancher sur la lumière et se brancher directement à 100 pièces tournantes, 100, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été acquis par la science, par toutes les avancées que j'ai pu vous indiquer durant les différents cours. Quels sont les atouts de cette technologie photovoltaïque dans la transition énergétique? Alors j'ai surtout fait un transparent sur les atouts. J'aurais pu en faire un autre sur les choses qui restent à régler. On en a parlé, la question des ressources, la question de l'utilisation des sols, etc. On peut faire mal du photovoltaïque, mais il a des atouts. Et l'atout essentiel, c'est une conversion directe, c'est-à-dire que l'humanité dispose d'un moyen de se brancher directement sur le Soleil. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvenez-vous du premier transparent pour la leçon inaugurale où j'ai montré les deux personnes dans le désert qui regardent le Soleil, qui disent « There must be a source of energy here ». Il doit y avoir une source d'énergie. En fait, on peut se brancher directement sur le Soleil pour produire de l'électricité. Et avec l'électricité, je dirais, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc en fait, il y a la conversion directe. Point essentiel pour jouer un rôle dans la transition énergétique, il faut qu'il y ait une compétitivité économique. Si le moyen de transformation est hors de prix, il n'y aura pas photo, c'est pas quelque chose qui contribuera, ou c'est quelque chose qui ne contribuera qu'à la marge sur la transition énergétique, mais pas de façon considérable. Ensuite, il y a l'abondance de la ressource. Alors déjà, on a vu avec la lumière du soleil que quelque part, on a une ressource illimitée à notre disposition. D'autre part, l'abondance de la ressource, oui, soleil, mais il y a aussi la ressource silicium. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la ressource silicium, elle est très abondante. Il faut apprendre à faire de la métallurgie du silicium sans CO2, etc. Mais il y en a sous nos pieds, il y a du silicium par nous, à nous de l'utiliser. Puis le petit peu de phosphore ou le petit peu de bore, c'est des choses... Donc on a une deuxième chance. Je dirais, il y en a une troisième aussi, c'est qu'on a de l'eau pour faire l'électrolyse. Donc vous voyez, on part quand même d'une corbeille de départ qui est quand même assez bien fournie. Ensuite, quoi qu'on en dise, le bilan du CO2 du photovoltaïque est excellent. Quand on le compare au bilan du pétrole, du gaz ou du charbon, qui est à peu près d'1 kg par kilowattheure, ça va entre 500 et 1 kg, on est entre 15 et 30 grammes du kilowattheure. Alors on ne va pas faire une course à l'échalote entre les différentes technologies. Les technologies qui sont à ce niveau-là, il y en a qui sont plus bas. L'éolien, par exemple, est plus bas. Le nucléaire est considéré comme étant plus bas, aussi entre 6 et 12. Il ne faut pas dire l'un est plus que l'autre. Tous sont des bas carbone en termes de génération, mais en particulier le photovoltaïque a un bilan excellent et qui peut baisser par effectivement l'utilisation, si on change la méthodologie pour faire le silicium, on continuera à faire baisser ces bilans. Ensuite, point très important, il se déploie très rapidement dans le monde entier. Vous l'avez vu avec la vitesse à laquelle les installations se font, la vitesse à laquelle la pénétration au niveau électrique se fait dans tous les continents aujourd'hui. Et ce déploiement est important. Vous pouvez installer une centrale solaire d'1 gigawatt en 6 mois. Et vous pouvez peut-être produire les panneaux en 6 mois ou 1 an aussi avec les usines adéquates. Donc on a une situation où on peut répondre à la rapidité de la chose, on peut répondre à cet enjeu de réagir dans les années qui viennent. Ensuite, c'est un système multi-échelle, et ça c'est extrêmement important. Il va du milliwatt au gigawatt, et effectivement, moi je regarde toujours le principe que ce qu'on nous dit et tout, c'est que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas négliger les petites choses. Aussi bien en économie d'énergie, comme fermer les lampes, ou en collecte d'énergie. Et ça, c'est très important, et ça va du milliwatt jusqu'au multi-gigawatt, et ça a ses fonctions. Point important également, c'est aussi une technologie non dangereuse. Et enfin, la marge de progression est importante, et je vous l'ai expliqué sur les rendements avec les fameuses cellules tandem, etc.
Je vous donne l'exemple qu'on peut vous donner, c'est effectivement cette fois-ci en échelle linéaire, ce qui s'est passé depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, et puis effectivement le temps de retour énergétique qui est assez impressionnant aussi, qui baisse, qui a moins d'1 an maintenant, alors qu'en 90 il était au-dessus de 3 ans, pour une durée de vie de 25 ans. Donc on a vraiment des atouts avec cette technologie. Puis finalement, comme on va parler de prévision future, c'est intéressant de parler de prévision passée. Et en fait, dans le passé, c'est aussi les historiens ils jouent sur le passé pour essayer de voir quel sera le futur. Il faut revenir sur ces prévisions. Et je vous l'avais déjà montré en session inaugurale. Là, on a la gloire en fait, on a un peu tout ce qu'il faut qu'on soit, où il faut qu'on soit conscient quand on veut développer des prévisions pour le futur. Il ne faut pas considérer que le futur, il est sa simple translation de ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose existe à 0,01% que demain il ne sera pas à 1, à 10, à 100. Et ça, c'est une leçon très importante, et il y a souvent beaucoup d'erreurs qui sont faites de la part des futurologues, c'est de confondre l'état à un moment donné en se disant que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce qui est tout petit aujourd'hui ne sera pas grand. Vous prenez un baobab, au début, il est tout petit. N'empêche que venez quelques années ou dizaines d'années après, vous verrez ce que c'est. C'est vrai pour toute chose, il faut voir la vision qui est de la dynamique de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces scénarios qui sont faits par l'Agence internationale de l'énergie et qui sont assez extraordinaires parce qu'ils reprennent les prévisions en fonction de l'année des prévisions. Et l'intérêt, c'est qu'ils font des prévisions chaque année. Et chaque année, ils remodifient leurs prévisions jusqu'à 2035. C'est intéressant comme exercice. Donc chaque année, ils ont la courbe de retour de ce qui s'est passé, ils réajustent, etc. Et regardez ce qui se passe. En fait, les prévisions les plus anciennes sont celles qui sont les plus, finalement, qui disent qu'en 2020 ou 2030, il n'y aura pas du tout de photovoltaïque. Alors donc en fait, c'est des prévisions qui, quelque part, sous-estiment complètement ce qui s'est passé dans la réalité. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, qu'on augmente dans le temps, comme la courbe de croissance réelle, c'est celle-là, vous voyez, c'est les points noirs, ben finalement, la prévision qui était déjà fausse là, elle est réactivée et on met celle-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là, etc. On continue. Donc la prévision a tendance à suivre ce qui se passe dans la réalité. Donc ça veut dire que le moteur, il est en dehors de la prévision, que les paramètres qui vont jouer sur cette prévision sont en dehors. Et puis regardez la situation réelle en 2020. Ça explose tous les compteurs. Donc on est dans une situation qui est très intéressante, et quand on va regarder ce qui va se passer maintenant, on va se risquer à essayer de faire des prévisions en 2020. Il faut avoir en conscience cette mécanique des scénarios qui est nécessaire, mais quelque part où il faut être critique par rapport aux scénarios et être capable de les remettre en cause. C'est vrai aussi, dans le même document du MIT, vous avez aussi une courbe que cette fois-ci je n'avais pas présentée, mais que je trouve intéressante. Regardez, c'est une prévision de 2009 sur ce qui va se passer en 2030, sur le prix des capitaux installés, du PV installé. Là, on est, en fait, il prévoyait, alors c'est une prévision qui est faite en 2009, vous voyez, donc c'est quand même assez loin. Regardez ce qui se passe. On estime qu'en 2030, on sera autour de $4 par watt. Et regardez ce que déjà au MIT, en 2014, ils ont observé. Ils ont observé que la décroissance était comme ça. Donc vous voyez d'une corrélation entre le coût, le prix de vente ou de production a baissé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Et comme il a baissé plus vite, on en a produit plus. Et là, il y a un effet boomerang qui fait que ces deux chiffres sont bien intercalés. C'est bien parce que l'on a réduit les coûts augmentés par l'industrie à démarrer que quelque part, on a pu avoir ces croissances. Si les coûts étaient restés au même niveau, il n'y aurait pas eu ce décollage. Et là, je reprends maintenant des prévisions européennes. Des prévisions qui sont faites en 2008 par, aujourd'hui ça ne s'appelle plus EUPV Platform, mais c'est quelque chose de la communauté européenne, une plateforme faite par la Commission qui, elle, travaille aussi sur ces questions d'évaluation des scénarios. Et regardez la situation, donc en 2008, voilà ce qu'on a. On a prévu, donc il prévoit assez bien, mais il prévoit quelque part que la compétitivité avec l'électricité du réseau quelque part
elle serait, dans une certaine mesure, ce qu'on appelle le bulk cost, c'est le coût de l'électricité, c'est autour de 4 centimes du kilowattheure, 4-5 centimes. Et vous voyez que la compétitivité par rapport au pic, ce que vous payez, vous, au utility peak, c'est ce que vous avez payé à la maison, par exemple, vous voyez que cette compétitivité, elle était déjà prévue pour arriver assez tôt, en particulier quand il y a des niveaux d'ensoleillement assez élevés. Et on voit qu'en fait, cette courbe-là croise en 2010-2020. Donc on sent très bien qu'il va se passer quelque chose entre 2010 et 2020, mais pour atteindre la compétitivité forte, il faudra attendre 2030-2040. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des exercices de prospective, et donc j'ai repris leur vision du scénario en 2010, et vous voyez, ils appellent ça la parité réseau. Quand est-ce que le prix de production du kilowattheure photovoltaïque va être au prix où on l'achète, où on le produit? Donc vous voyez, en France, c'est 15 centimes d'euros du kilowattheure, et on peut regarder d'autres choses. Et ce que vous voyez finalement, c'est que dès 2010, des zones étaient susceptibles d'être en parité réseau, et évidemment, on trouve le sud de l'Italie à cause des ensoleillements très élevés. Et vous voyez le niveau d'irradiation ici, 1800 kWh par mètre carré par an, et les coûts réseau qui sont le coût de production qui est à 17 centimes d'euros du kilowattheure. Vous voyez, c'est quelque chose qui se rapproche de la parité réseau en Italie parce que l'électricité du réseau est plus élevée, est assez chère. Et puis vous voyez qu'en France, tout ça, on en est encore loin, on est à 0,30, tout ça, dans ces eaux-là. La France est à ce niveau-là. Et puis on continue, et puis ils continuent leur courbe, et puis ils se disent, finalement, en 2015, ça va être un peu mieux. Le sud de la France va être, cette fois-ci, va commencer à être en parité réseau, et puis on va monter. Regardez en 2020, ils ont prévu qu'en 2020, la parité réseau pourrait atteindre même l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc on voit qu'une bonne partie de l'Europe, le sud de l'Angleterre, le sud du Royaume-Uni. Et donc en fait, on en concluait, et moi j'ai repris ça d'un exposé que j'avais fait à l'époque, l'électricité sera compétitive dans les prochaines années. Je ne m'engageais pas trop, c'est un exposé, vous voyez, à Autran, en 2009. Et quand on regarde la situation maintenant en 2020, on a une situation qui est intéressante, regardez où on est. Donc en fait, même sur ce scénario qui semblait un peu agressif, enfin qu'il fallait y croire quelque part, même ce scénario s'est trouvé dépassé par la situation réelle. Et puis finalement, la situation en 2021 au niveau mondial, donc c'est quelque chose qui vous donne le prix, ce qu'on appelle le Levelized Cost of Electricity, le LCOE, comme on dit, c'est au niveau du monde. Regardez les centrales solaires au sol, elles sont autour de 30 $ ou watts, c'est même des euros, 30 € du mégawattheure. L'éolien onshore est très bas aussi. Les centrales solaires en toiture, ça va de 60 jusqu'à 140, ça dépend de l'insolation, mais vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose à 60. Le solaire à concentration avec stockage commence à pointer son nez. Et puis vous avez aussi après la géothermie, il ne faut pas l'oublier. Et puis si on regarde les fossiles, le gaz et le charbon, on voit qu'aujourd'hui, les centrales solaires au sol en particulier sont compétitives par rapport à ces deux technologies, ce qui explique aussi le boom dans les grandes centrales, etc. Point important également, si vous regardez par rapport au nouveau nucléaire, on est dans une situation où parfois même les toitures sont déjà un peu compétitives. Alors l'ancien nucléaire est beaucoup plus bas parce que tout est amorti, il est sans doute autour de entre 40 et 60, donc on est plus bas. Et puis finalement, quand on regarde ces décroissances, on regarde en fonction du temps. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve dans tous les pays cette décroissance avec quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le prix moyen dans beaucoup d'endroits est autour de entre 20 et 30 € du mégawattheure. Donc ça représente quand même un potentiel, et surtout dans des zones très ensoleillées. Vous voyez Dubaï, vous voyez le Chili, on en a parlé, Mexico, l'Argentine, la Chine, et vous voyez que l'Allemagne et la France, en tout ça, tiennent la route aussi, même s'il y a un petit peu moins de soleil. La situation en France. Alors, quelle est la situation en France ? Bien, une façon d'évaluer la compétitivité sur la situation en France, c'est de regarder les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et on voit en fait que finalement en France, ça c'était je pense en 2018 ou 2019, vous voyez que le prix moyen des dossiers pour les installations de grande puissance, 56 € du mégawattheure, pour celles entre 500 kW et 5 MW,
63, et pour celles qui sont ombrières, etc., entre 500 kW et 10 MW crête, 87, et évidemment, pour les toitures de particuliers, c'est un peu plus, comme on l'a vu, ça peut être 100. Donc ça montre quand même qu'on est dans un... c'est pas une vue de l'esprit sur ce qui se passe ailleurs, etc., c'est ici que ça se passe au niveau des réductions de coûts. Et l'évolution en fonction du temps montre que finalement, ce qui décroît, on est arrivé assez vite à un prix plancher. Je pense qu'on va peut-être baisser, mais pas forcément beaucoup. Ce qui va beaucoup baisser, sans doute, c'est les toitures, le solaire sur toiture, solaire sur ombrière, etc., etc. Voilà la situation en France au niveau des années passées, comme on dit. Les années passées, c'est à la fois les installations annuelles depuis, finalement, 2008, c'est le Grenelle de l'environnement, le début des tarifs d'achat. Et c'est là que les choses ont démarré. Vous voyez que ça démarre assez fort, même très fort. En 2010-2011, ça monte assez fort. Ça va jusqu'à 1700 mégawatts d'installés dans l'année, donc 1,7 gigawatts. Et donc ça, c'est 2011. Et puis ici, vous avez un pic, regardez-le. La raison pour laquelle ce pic, c'est que les tarifs d'achat ont été arrêtés. Il y a eu un moratoire. On a décidé que ça allait trop vite, trop cher, que ça allait coûter beaucoup. Et la France a décidé de ralentir. Le ralentissement a été tellement profond qu'il a fallu attendre 2021 pour commencer à avoir une remontée très importante. Effectivement, l'année dernière, il y a eu 2,6 gigawatts qui ont été installés. Donc ce qui est important, là on voyait le lien entre la politique, le pilotage de la politique au niveau macro et la réalité, comment ça se traduit sur le dossier. Donc aujourd'hui, il y a 13,6 gigawatts qui sont installés. Et puis quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'évidemment, les endroits où il y a le plus de solaire, c'est dans le sud, Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Le record, c'est en Corse, et le solaire couvre déjà 3% de l'électricité française en quelques années. Donc ça vous donne un élément aussi concret, et là, ce n'est pas des gigawatts, c'est vraiment en térawattheure, c'est vraiment en énergie. Et puis on trouve alors il y a beaucoup de dossiers, c'est même très dur parfois de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont constitués. Là par exemple, c'est un think tank qui s'appelle France Territoire Solaire qui donne des choses, et il m'intéresse parce qu'il redonne la même courbe, mais il montre ce qui est en autoconsommation sans injection, donc il décrit les choses sur les toitures, et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'ils redescendent à savoir quelle est la part relative des différents marchés. Est-ce que les toitures se développent? Est-ce que c'est plutôt les grandes fermes? Et en fait, tout se développe, les grandes fermes se développent, mais on voit quand même une tendance aussi au développement sur les choses locales au niveau des toitures. Et voilà l'analyse du parc photovoltaïque en autoconsommation. Alors, c'est cumul des raccordements par trimestre en nombre d'installations. Vous voyez quand même, il y a 12 000, aujourd'hui, il y a 12 000 personnes en France, où il y a 12 000 installations. Donc, en fait, on est dans une situation où il y a une augmentation de ces installations et que ça continue, il pourrait y avoir un effet boule de neige dans les années qui viennent. Ce qui est très important aussi, ce n'est pas de se cantonner uniquement sur la partie production, les térawattheures, les térawatts, mais quelle réalité socio-économique, quelles sont les conséquences de cette industrie, de ce développement sur le plan socio-économique. Et là, je vous recommande le baromètre des énergies renouvelables qui est édité par Observer. Et là, vous voyez, regardez, c'est la courbe des emplois. Aujourd'hui, en 2020, il y a 8000 ETP qu'on appelle des équivalents temps plein. Donc c'est les installateurs, etc. C'est tous les gens qui travaillent dans ce domaine. Vous voyez le fameux pic, il y avait 32 000 en 2011, et aujourd'hui, ça commence à remonter. Et au fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut répartir les métiers, et les métiers au niveau de l'installation, l'exportation, les études préalables, la fabrication, l'exploitation. Et voyez les secteurs, il y a les équipements fabriqués en France, et je vous fais juste remarquer qu'il y a un trou dans la raquette un petit peu, c'est le défaut de fabrication en France. C'est-à-dire que c'est un point qui est à développer des usines qui fabriquent des modules, purifier du silicium, etc. Et on a un trou, et je pense que ça apparaît assez bien au niveau de ce type de camembert, comme on dit. Alors que maintenant, on vient aux prévisions pour le futur. Alors ça va être plus difficile, parce que là, le passé, c'est facile à regarder, il n'y a qu'à dire, il n'y avait qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, on l'a bien vu. Maintenant, comment on fait pour le futur ? Eh bien, le futur immédiat, il est quand même assez bien balisé par la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, où vous avez en fait la puissance solaire aujourd'hui qui est installée. Vous voyez, vous retrouvez les 13,5 gigawatts. Vous avez ici les projets en développement.
Et les projets en développement, alors RPD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, vous voyez que vous avez dans le tiroir, dans la file, comme on dit, dans la file d'attente, il y a pratiquement 23 gigawatts de solaire qui sont déjà en train de se préparer. Et donc, normalement, l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023, donc on est tout près, qui est de 20 gigawatts, il y a des chances qu'il soit rempli. Et aujourd'hui, on compare celui-là à celui-là, on est à 64%. De remplissement ou de succès. Par contre, après, en 2028, il y a deux options. Il y a une option basse et une option haute qui sont autour de 39. Ici, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, l'option basse est à 35 ici, un peu plus 36, et l'option haute est autour de 44 gigawatts. Vous voyez qu'il y a un saut à faire en quelques années entre 23 et 26, et là, on peut s'interroger. Mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. La façon de programmer aussi, c'est de regarder de regarder cette fois-ci, avoir une vision globale. C'est très important de sortir de ce qui est uniquement le photovoltaïque pour regarder notamment les futurs énergétiques. C'est des rapports qui viennent juste de sortir. Vous voyez, c'est octobre 2021. Avec la situation en térawattheure d'énergie finale. Et vous voyez, vous avez tout. Vous avez les énergies fossiles. Regardez, c'est cette partie du camembert ici en gris. Vous avez l'électricité qui fait à peu près 25%. Alors attention, l'électricité en France, ce n'est pas 100%. Quand on dit qu'on va faire 100% d'électricité, la lutte, elle doit se faire ici pour décarboner. Elle doit se faire sur ces choses-là. Et regardez l'objectif, on va descendre, alors avec l'efficacité énergétique, etc., descendre à 930, et vous voyez que la part de l'électricité va augmenter, même en valeur absolue, à 645. Et vous voyez une chose intéressante, vous voyez dont hydrogène produit à partir d'électricité, et ce qui correspond au cours précédent sur les systèmes où j'avais vraiment fait un focus sur le couplage photovoltaïque-hydrogène. Alors maintenant, voilà, on va regarder les scénarios, et les scénarios qui sont dans les tuyaux en France. Alors ici, vous avez l'historique, souvenez-vous du diagramme du MIT, où ce qu'ils ont fait, ce que je vous ai montré qu'on suivait. Voilà les prévisions en France. Vous avez l'historique, donc on est ici à 13 500 en 2021, et notre objectif 2023 est ici à 20 000, et puis après on voit qu'on a l'option haute de la PPE ou basse de la PPE, et on voit qu'on a cette trajectoire qui peut basculer de là à là. Et puis ensuite, pour aller chercher ce qui va se passer en 2050 ou en 2030, on va aller regarder en 2050. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios qui viennent d'être faits, et en particulier, le président Emmanuel Macron a dit que d'ici 2050, nous multiplierons par près de 10 la puissance installée pour dépasser 100 gigawatts. Donc, tout le monde est content, parce qu'effectivement, c'est un saut qualitatif. Voilà celui qu'il vient de dire, pour dépasser. Donc, le dépasser, ça pourrait dire aller plus haut. Donc, je me suis dit, regardez ici, ça fera environ 110 TWh si on raisonne en énergie, mais 100 gigawatts en raisonnant en puissance. Et puis on se dit on pourrait peut-être aller plus haut, 208 gigawatts, etc. Et il y a un autre scénario, vous voyez, où ça stagne beaucoup plus, le NO3. Et c'est effectivement un scénario dans lequel le solaire est quelque part un peu bridé par le développement en parallèle du nucléaire. Donc en fait, vous voyez que les deux sont quand même un peu des vases communicants en matière de programmation énergétique. Et si on regarde ces scénarios dans le détail, on voit que c'est très très bien fait. On voit les scénarios, le M0, le M1, le M23, etc. Vous voyez les capacités installées et vous voyez que le scénario 100% renouvelable est à 208 gigawatts de solaire. C'est-à-dire ce que j'ai montré dans le diagramme précédent. Vous voyez qu'on peut passer de 100 à 208, et là, c'est un scénario qui est un scénario de neutralité carbone, etc. Et ça, c'est des scénarios, vous voyez, où là, il n'y a ni nucléaire existant, ni futur, il reste ici du nucléaire existant. Et vous voyez qu'on baisse, on baisse à 125. L'éolien, il change un peu, mais enfin, c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis voilà les scénarios qui sont les trois derniers scénarios, où cette fois-ci, il y a installation des EPR, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe, on ne va pas faire les choses en double, on diminue la part du solaire. Donc tout ça, c'est des scénarios qui se discutent aujourd'hui, qui sont des éléments de débat et de discussion, et qu'il faut prendre et qu'il faut discuter de façon rigoureuse, etc., etc.
Alors l'empreinte au sol, monsieur, je vais beaucoup insister lors des premiers cours sur l'empreinte au sol. L'empreinte au sol qu'on a du photovoltaïque, je vous avais parlé que pour la consommation d'électricité en France ou la production d'autour de 500 TWh, il fallait environ 5000 km². En disant 5000 km², c'est peu par rapport aux 50 000 de surface artificialisée, etc. Donc c'est possible, c'est-à-dire que quand on part 5 000 à 50 000, on se dit si la plupart des toits de nos maisons étaient couverts, etc., on aurait facilement plus que ça. Ce qui est important, c'est de regarder les surfaces utilisées en fonction des scénarios. Donc vous retrouvez vos scénarios ici, et vous retrouvez les surfaces, et puis c'est indiqué entre 155 et 250 milliers d'hectares. On traduit ça en kilomètres carrés, je préfère, c'est entre 1500 et 2500. Donc vous voyez, on est dans la gamme de ce que je vous disais sur les 5000. Hein. Donc on a bien, mes évaluations étaient raccord avec celles qui sont faites au niveau officiel, et puis à comparer avec les 50 000 km² de surface artificialisée en France. Et puis finalement, je me suis amusé à comparer. Je dis, bien, regardons ce qui se passe en Allemagne. Alors j'ai repris les chiffres en Allemagne. Voilà les données. L'Allemagne, en 2010, avait déjà 20 gigawatts de photovoltaïque installés. Ils ont franchi la barre des 40 gigawatts en 2015-2016. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement 59 gigawatts d'installés. La France est là. Et le gouvernement allemand actuel vient d'indiquer qu'il aimerait bien aller jusqu'à 200 gigawatts en 2030. On est d'accord, André ? Parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc, alors le charbon est en train de décroître. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si on fait une analyse... Non, mais vous avez raison. Non, mais Le côté vertueux des Allemands, il a qu'un aspect. Il a cet aspect-là, effectivement. Et il a un autre aspect, c'est qu'ils sont sortis, donc ils ont envie de sortir du nucléaire à un prix concernant justement l'environnement et le CO2 qui est catastrophique. Donc je veux dire, quand on regarde un dossier qu'on compare avec l'allemand, il faut regarder tout le mix énergétique allemand et tout le mix énergétique de France. Je peux vous assurer, si j'avais eu une autre heure de cours, j'aurais répondu à vos questions. Et la réponse ne sont pas aussi simples qu'on le pense, et en particulier, regardez... Non, mais c'est très intéressant, parce que ça fait partie, j'en viendrai à la... Je ne vais pas venir au cours précédent, je vous prie de m'excuser, mais j'ai lu quelques trucs qui disons, là, vous parlez du passé, là, on a compris le projet. Non, mais je veux dire, qui ont été présentés, maintenant... Non, mais c'est super, on a la discussion, au lieu d'attendre 4h10 ou 4h15, on l'a tout de suite, c'est très bien. Mais si, tout ça, c'est tenir compte. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un défaut de... C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'opportunité, je suis vraiment très content d'avoir l'opportunité de donner un cours sur ces choses-là, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont répétées, qui sont rabâchées, et je reviendrai sur ces questions, et je pense que toi aussi, André, reviendra, que pour nous, scientifiques du domaine, c'est terrible, parce voilà, quand on entend les Allemands, ils augmentent le charbon, c'est pas vrai. Quand on va voir les courbes, non, mais je vous le dis parce que je pourrais. Vous voyez, c'est important, c'est très important que vous ayez posé cette question, parce que cette question, elle est clé. L'idée des Allemands, c'est de pas s'appuyer sur le charbon. Ce qu'ils disent, c'est que dans 10 ans, ils auront plus de charbon. Ils n'auront pas forcément du gaz. Ils auront peut-être du gaz photovoltaïque ou éolien. Non, il faut voir qu'il ne faut pas prendre nos collègues de l'autre côté du Rhin pour des imbéciles. Ils veulent vraiment, comme nous, arriver à cette neutralité carbone. Ils ont fait des choix différents, mais ils veulent le faire. Et croyez-moi, les Allemands qui sont dans ce domaine-là ne rêvent que d'une chose, c'est d'arrêter leur centrale à charbon. Donc laissons-leur au moins le fait qu'ils ne sont pas dans l'idée d'aller... voilà. Nous, on fait des choix différents, mais les leurs sont aussi, il faut les prendre aussi avec rigueur également. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quand même qu'on est bien obligé à un moment donné de comparer des poires avec des poires. Donc moi, je compare du photovoltaïque avec du photovoltaïque. Donc, on prend la situation, elle suppose pour les Allemands de faire 16 gigawatts par an d'installation photovoltaïque. La France, à côté, sur celui-là, est à 3 gigawatts. Vous voyez qu'on en est près.
On en est assez près. On était à 2,6 cette année, donc on est sur la bonne voie. Néanmoins, effectivement, le choix allemand est très différent. C'est une vision des futures technologiques ou énergétiques différentes, et effectivement, ils vont se donner les moyens, ou ils devront le faire, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, d'aller vers cette situation-là. Voilà, donc là, vous avez le M0 100% ONR. Là, vous avez le N2, et là, vous avez le NO3 qui correspond à ce que je vous avais donné. Quelle prévision au niveau mondial? Donc c'est bien, on a regardé la France, on a regardé l'Allemagne, on regarde au niveau mondial. Alors j'aime bien les prévisions qui de temps en temps se réalisent. Et il y en a une qui est remarquable, que j'avais présentée au Sénat en novembre 2011, lors d'une invitation sur les stratégies énergétiques françaises, en reprenant quelque chose qui venait de sortir, qui était le programme Sunshot. Le programme de Sunshot, ça veut dire Objectif Soleil. Il faisait écho au programme Moonshot, qui est Objectif Lune, qui a été lancé par JFK, John Fitzgerald Kennedy, donc qui a été lancé en 1962. Et en 1969, ils se sont posés sur la Lune. Quel était le programme Moonshot, qui, quand même, du point de vue des ambitions, reprendre pour la programmation d'État américaine, de reprendre le nom Sunshot, alors qu'ils avaient Moonshot, il faut quand même qu'on puisse comparer les choses au niveau des ambitions et des objectifs. Faut que c'est un vrai défi. Aller sur la Lune en 1962, c'était un vrai défi. Eh bien, leur défi, c'était de dire, regardez la situation du photovoltaïque en prix, le dollar par watt, combien je paye mon système installé en dollars par watt. Ici, en 2004, 8 dollars par watt. Il n'y a pas photo, ça ne peut pas se développer. Le processus de diminution des coûts, on l'a vu déjà, et il avait déjà commencé en 2010. Et voilà leur système de référence. Vous voyez, le programme, il est de 2011, et puis ils se disent, on va prendre le prix système de référence. Ils étaient à 3,80 dollars par watt. Et ça se répartissait entre ce qu'on appelle l'électronique, balance of system et les modules. Ça revient au cours de la dernière fois. Donc vous voyez les équilibrages entre le module. Le prix ne vient pas que du module, il vient de tout ce qu'il y a derrière. Il y a même les frais financiers parfois aussi qu'il faut prendre, les frais de location, etc. Et regardez, leur objectif c'est clair. En 2030, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, en 2020, c'était la compétitivité en 2020, à 1 dollar par watt. Donc c'est simple, c'est un chiffre rond, 1 dollar par watt, on veut y arriver. Et ils regardent sur quoi ils doivent jouer, sur le rendement, tout ça pour y arriver, puis ils se disent, mais finalement, on devrait pouvoir y arriver si on est capable de passer 1,7 à 0,5, de 1,88 à 0,4, et puis de 0,22 à 0,1. Et c'est ce qui s'est passé. On est d'accord, hein? Oui, c'est même moins. Donc voilà, on est dans une situation où finalement, ce programme Sunshot a été réalisé avec succès. Et tout ça derrière, c'est qu'en fait, la loi qu'on a du mal à voir, je l'avais donné dans le premier cours, c'est qu'en fait, vous êtes, dans le cas du solaire et de l'éolien, vous êtes dans des courbes de croissance et une courbe logarithmique, cette fois-ci en production en térawattheure, donc ça c'est 10 puissance 4 térawattheures, 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1. Regardez l'éolien ou le solaire. Quand vous êtes en 2004 et que vous avez des décisions à prendre au niveau énergétique, est-ce que vous allez considérer le solaire et l'éolien? Non. Regardez le solaire et l'éolien, tous les autres sont bien au-dessus à des niveaux très élevés, plusieurs décades de plus. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que vous regardez d'un peu plus près, vous voyez que ça pousse, et que ça pousse très vite. Regardez la croissance de l'éolien et du solaire. Et finalement, ce qui s'est passé depuis 2000, c'est que l'augmentation est très importante alors que les autres stagnent. Donc résultat, c'est la raison pour laquelle ces deux sources d'énergie ont été perçus par les Allemands, les Chinois, etc., comme étant des sources d'avenir. Et l'avenir, effectivement, peut se dessiner assez rapidement dans la mesure où elles vont pouvoir, justement, aller chasser le charbon, vous voyez, chasser le charbon, chasser le gaz, et puis vous arrivez, et quand on extrapole, alors ça peut être plus bas, je peux me tromper, hein, mais c'est pour 2030. Hein. Donc vous voyez, on est dans une situation où la substitution d'un certain nombre d'énergies fossiles avec le solaire photovoltaïque et l'éolien, ou aussi le solaire thermique, ce n'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre d'une réalité. Et puis quand on regarde, on retrouve ces notions de progression avec ici
la production électrique par l'hydraulique, le vent, le PV ou le solaire et les autres renouvelables, biomasse, etc. Vous voyez le décollage, notamment de ces nouvelles énergies. Et j'ai comparé ici avec le décollage, vous voyez, le décollage du nucléaire dans les années 80, 70-80, et puis depuis cette situation où il y aura peut-être un nouveau décollage, mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé. Et donc il y a une interrogation sur les dynamiques respectives des différents domaines. Une autre façon de voir le passage de l'arrivée d'une nouvelle technologie, c'est en fait d'aller regarder des paramètres sur le marché, le nom. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça donne toutes les technologies, et puis ça montre ici, il y en a une qui démarre, c'est le nombre de pays qui adoptent la technologie. Donc on le fait avec le téléphone Internet. Regardez Internet, il y a 200 pays qui l'ont, vous voyez, et ça s'est fait en combien ? Même pas en 10 ans, 15 ans. Donc c'est extrêmement rapide. Regardez le solaire photovoltaïque ici, il est là. Il y a plus de 100 pays. Donc on est quand même dans une dynamique qui est... Et regardez l'éolien. L'éolien a saturé un peu, avait bien démarré en 1990, il a saturé et il a redémarré. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces dynamiques-là vont bien dans le sens d'une potentielle substitution des fossiles dans les années qui viennent. Et puis enfin, l'AIE qui est ici, dans l'Energy Outlook de l'AIE, on revoit maintenant ce qu'il faudrait faire, vous voyez, avec les différents scénarios pour revenir à la neutralité carbone en 2050. Et vous voyez qu'ici, le solaire et le vent sont considérés. Donc on a des prédictions de l'AIE dont on verra si elles se réalisent ou non, mais néanmoins, on voit que la proportion de solaire et d'éolien est très importante. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ce rapport. Il est très long, mais il est très intéressant. Et pour rentrer plus dans les détails, voilà la situation sur l'électricité avec différents mix énergétiques. Donc ils ont fait un exercice qui est proche de celui qu'a fait le gouvernement français, en fait, celui que je vous ai montré au début. Vous voyez la situation dans... vous voyez, on l'a ici, ça c'est le mix ici, et vous avez, alors ce que j'essaye de revoir, c'est pourquoi, oui, c'est pour quelle raison? Oui, c'est les trois fameux scénarios. Le STEP, c'est le normal, ici c'est l'accéléré, et ici c'est celui qui est le zéro. Et regardez la situation, vous voyez que le solaire est ici, le solaire il fera 25%, peut-être 30% de ce scénario. Donc ça veut dire qu'en 2050, ici pour le NZ2, vous êtes à 30% de 60, donc 30% de 60, ça fait pas loin de 20. Donc on peut recalculer, on verra quel scénario va se développer. Hein? Enfin, finalement, ces scénarios sont aussi considérés dans la presse scientifique, dans les travaux scientifiques de façon très 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 précise. Hein. On a parlé la dernière fois des analyses de cycle de vie, où on va peser la quantité d'aluminium qu'il y a sur un cadre d'un panneau solaire, on va voir le bilan carbone de cet aluminium, on fait des bilans de toutes sortes, et notamment des exercices prospectifs, en voilà un, c'est le rôle du photovoltaïque dans les scénarios globaux de transition énergétique. Donc c'est un groupe ici qui est en Finlande, dirigé par Christian Breyer, et ils font tout un travail sur les scénarios que je trouve impressionnant et à fouiller quelque part. Et voilà comment ils font. Ils repèrent dans la littérature, donc ils regardent des dizaines et des dizaines de publications, ils auscultent les publications qui sont faites dans le monde, et ils regardent tous les scénarios. Vous voyez, ça ici, il y en a peut-être une vingtaine. C'est New Energy, c'est Bloomberg New Energy Finance, qui est très actif dans le domaine, Greenpeace, donc ils vont chercher de Greenpeace, l'AIE, ils vont chercher Shell, vous voyez, donc en fait, ils regardent les différents scénarios, et puis il y en a un, par exemple, l'AIEA, PVPS, c'est Photovoltaic Power System, et vous voyez les scénarios qui sont en capacité installée en 2050 autour de 100 alors c'est 11 000 gigawatts. Souvenez-vous, pour la France, combien on a donné? On avait dit que c'était 208 dans le M0, là.
Regardez, ça vous donne une idée, mais vous voyez que ça varie beaucoup d'un scénario à l'autre. Il y a des scénarios qui sont moins importants, vous voyez, mais quelque part, on a la moyenne. Alors, ils font le minimum dans le scénario, c'est 6700. Le maximum, c'est 32 700 ici, et vous voyez la moyenne à 15 950, et c'est très intéressant, ils ramènent ça à des proportions d'électricité, donc c'est des pages d'articles, voilà, c'est ardu, mais ça donne vraiment des éléments de quantification. Encore un élément de quantification, mais je ne vais pas trop le détailler pour pouvoir arriver à tenir bien le temps. C'est des ventilations par la zone géographique, etc. Et vous voyez, ce qui me plaît bien, pourquoi je l'ai sélectionné cette planche, c'est parce qu'en fait, elle fait intervenir la déclinaison du photovoltaïque entre le photovoltaïque, je dirais presque, entre guillemets, centralisé, et le photovoltaïque décentralisé, ce qu'on appelle les prosumers. Prosumers, c'est producteur-consommateur. C'est consumer, c'est producteur-consumer. En France, on dit les prosumers aussi. Il y en a un autre nom. Consommateur. Ouais, Consommateur. Prosommateur, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu cette idée, on produit et on consomme, donc c'est tout ce qui est développement local. Donc vous voyez, ça varie aussi en fonction des pays, des scénarios. C'est sûr qu'il y a des pays en particulier où ce qui va beaucoup se développer, c'est dans des villages, des sites isolés, etc. Et il n'y aura pas forcément du photovoltaïque centralisé. Un article très intéressant qui est sorti il y a quelques années, il est sorti en 2019 dans Science. Et alors là, je ne vous ai pas mis toutes les adresses, mais voyez le nombre de personnes, donc on retrouve la dimension collective, et ça ressemble un peu au GIEC, ça ressemble à tous ces travaux qui sont faits aujourd'hui sur quelque part l'avenir du monde, c'est que le monde se met en réseau un peu pour travailler, et vous voyez des gens qui sont de tout, il y a des Japonais, donc je connais bien Masafumi Yamaguchi, Andreas Beth, qui est le directeur du Fraunhofer, de l'Institut Fraunhofer à Fribourg, et donc Pierre Verlinden, il est belge et il a longtemps travaillé en Chine, et je pourrais vous décrire les gens, certains que je connais dans la communauté, d'autres que Sarah Kurtz, elle est américaine, elle est au NRL, etc. Et Nancy Hegel, je ne la connais pas, donc il y a beaucoup de renouvellement aussi, et il y a des Chinois, et enfin, bon, c'est très important pour montrer le travail collectif qui est fait. Et puis finalement, il joue aussi à ce jeu des scénarios. Alors l'article est également intéressant, mais ce qui est important de voir, c'est que vous voyez qu'il compare des pétawatts. Alors le pétawatt, c'est combien ? 10 puissance 15, 10 puissance... Le péta, c'est 1000 téra. Donc le téra, c'est 10 puissance 12, le péta, c'est 10 puissance 15. Et là, je commence à... Après, il y a l'hexa. L'hexa, c'est 10 puissance 18. Bon, voilà, on est allé jusqu'au bout. Après, je crois qu'il faudrait remonter encore. Voilà. Et là, finalement, vous voyez, ils prennent l'énergie finale de consommation. Et vous voyez que vous passez, en 2000, il était à 80. Ils imaginent en 2050, pas vraiment une décroissance. Ils imaginent qu'on sera plutôt à 150 pétawattheures par an, c'est de l'énergie finale. L'énergie primaire, c'est encore plus élevé. Là, c'est l'énergie finale qui est donnée aux consommateurs sous forme d'essence, sous forme, etc. Et regardez l'électricité mondiale. Et il explique aussi de façon très nette, et ça, on le retrouve aujourd'hui beaucoup dans les scénarios, c'est que les usages de l'électricité vont augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'électricité qui va électrifier les transports, etc. Et donc, en fait, les générations qui vont passer sur l'augmentation de l'usage de l'électricité qui reflètent l'électrification, l'augmentation de l'électrification. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, les nouveaux usages de l'électricité, ça ne va pas être simplement comme à l'ancienne. On a une tendance très forte en énergie à compartimenter, à travailler en silo. C'est-à-dire qu'on regarde l'électricité, puis on regarde le gaz, et puis on regarde les autres. Et en fait, il faut travailler, c'est des vases communicants. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, en France, que l'électricité est décarbonée, oui, c'est vrai. Mais l'électricité de demain, celle qui va augmenter, elle ira prendre cette électricité va compenser des choses qui sont carbonées, puisqu'on va remplacer du fossile. Donc en fait, il faut bien voir que les silos, l'électricité française ou l'électricité du monde, elle n'est pas dans une ligne droite,
elle va échanger, se développer avec les autres compartiments. Et l'objectif, c'est que l'électricité gagne des parts, quelque part, par rapport aux fossiles, par rapport au charbon, par rapport à tout ça, et notamment, en particulier, servent à produire de l'hydrogène qui va servir dans les aciéries à remplacer la carboréduction par une hydroréduction ou une réduction par l'hydrogène. Et puis, quand on regarde ici, vous voyez les scénarios. Ils ont repris cette fois-ci le World Energy Outlook, donc c'est bien le type de rapport dont je vous parlais tout à l'heure, de 2018. Donc, ils n'ont pas pris ils ont pris un récent. Et ils ont pris le SDS. Le SDS, c'est déjà bien. Regardez la prévision et regardez eux ce qu'ils prévoient. Ils prévoient qu'au max, ici, il y aura peut-être 70 terawatts de photovoltaïque installés dans le monde. Donc ça va de 70 jusqu'à plus de 20 ici. Et l'AIE, à une certaine époque, ici, était à 7, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on voit que ces scénarios sont des scénarios dans le domaine du possible. Vous voyez qu'ils arrêtent même la croissance exponentielle pour aller vers une croissance linéaire qui est plus raisonnable. Tout le monde sait qu'une exponentielle, à un moment donné, elle finit par rattraper l'entrée du Bécher. Puis finalement, pour terminer, je vais essayer d'avoir une réflexion sur les scénarios. Qu'est-ce qui les gouverne? Est-ce que c'est rigoureux? Comment on peut s'interroger sur les scénarios? Donc, quels sont les moteurs de l'action pour établir et appliquer les scénarios? C'est important. Quand on fait un scénario, souvent on fait un scénario qui nous fait plaisir. La première réaction, on peut se dire, voilà, on translate simplement, il n'y a pas de rupture. On fait un scénario qui est dans la continuité de ce qui existe, etc. Ça, c'est normal, c'est la tendance normale, ce qui existe aujourd'hui existera demain, etc. Donc, est-ce que le scénario est uniquement basé sur les faits, de façon très rigoureuse? Le scénario, bien sûr, il est impliqué par l'urgence. Quand quelque chose est urgent, on a intérêt à faire des scénarios. Regardez les situations actuelles. Est-ce qu'il est guidé par les solutions qu'on envisage? On a plutôt un bias pour telle solution ou telle autre. Est-ce qu'il est aussi beaucoup dépendant des intérêts et des idées reçues? Très important également. La preuve, c'est qu'on ne fait pas la même chose en scénario en Allemagne et en France, pour répondre à votre question tout à l'heure. Il y a aussi un aspect politique, alors est-ce que c'est dans les intérêts des idées? Oui, l'aspect politique. Alors, je vais revenir sur le pilotage, sur la vision. Mais vous avez raison, j'aurais dû le rajouter. Je ne vais pas le faire là parce que je ne vais pas manger le temps, mais vous avez raison. Le PPE, c'est uniquement politique. Bien sûr, mais la politique, c'est grâce à ça qu'on fonctionne aussi. Elle est noble. Alors, il y a ensuite les débats et les controverses, et enfin les idéaux. En quoi le côté idéal peut être, on a un idéal, et c'est vrai qu'on peut avoir des choses qui vont guider les scénarios et les voies qu'on va prendre. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai essayé de regarder, alors la littérature est immense. Quand je regarde la littérature sur les matériaux, je m'y retrouve à peu près, même s'il y en a beaucoup. Les perovskites dont on parlait dans un cours, c'est 6000 articles par an, ou 3000 ou 4000, c'est impossible, mais au moins je comprends un peu quand je lis et tout. Mais quand on regarde les scénarios, par exemple, de cette revue, Energy Research and Social Science, c'est une revue qui est entièrement basée sur finalement la recherche en énergie à l'interface avec les sciences sociales. Et il y a un article qui m'a bien plu, qui vient de sortir en 2022, qui s'appelle Vision Before Models. Donc cet article, finalement, il a résonné avec cette interrogation que j'avais, qu'est-ce qui préside à l'établissement d'un scénario? Est-ce que c'est les idées préreçues ou est-ce que c'est une réalité? Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est Vision Before Model, l'éthique de la modélisation de l'énergie dans une ère de transition. Alors intéressant, c'est un scénario où on retrouve des gens de ETH Zurich, on retrouve le centre de recherche à Dubaï, on retrouve en Vienne, donc vous voyez, il y a toujours ce caractère international, en Espagne également. Et j'en ai extrait quelques petites choses que j'ai même fait traduire, parce que je ne comprends pas tout quand c'est écrit en anglais dans un domaine que je ne connais pas, j'y comprends parfois rien. Et donc, résultat, là j'ai pris les fameux modèles Jean-François, tu vois. Et donc, j'ai repris une figure qui est importante et l'intitulé de cette figure. Cette figure est là, elle m'a intéressé parce que, vous voyez, on retrouve cette logique un peu de tout concentrer, de tout étudier, etc. etc. C'est un boulot énorme. Et là, ce que vous voyez, c'est une figure qui, la figure 1, alors j'ai fait la traduction, illustre la tendance des modèles E3. Alors le E3, c'est un modèle dans lequel il y a la réalité, il y a aussi les aspects environnementaux et l'aspect perception.
c'est-à-dire que les trois sont mêlés, le modèle E3, classique, a sous-estimé la contribution potentielle des énergies renouvelables variables. Alors, de façon très surprenante, on associe souvent renouvelables variables ou intermittentes. C'est comme si on voulait vraiment la qualifier d'un truc pour qu'elle aille moins vite, quoi. Voyez, voilà, c'est d'abord des énergies renouvelables. Alors, il y a le double. La contribution, vous voyez, donc ce qui est très important, c'est qu'il constate qu'il y a une sous-estimation de cette contribution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent le photovoltaïque a produit 837,9, attention, c'est précis, et l'éolien 1606 TWh, ce qui rend déjà 139 des 891 scénarios du GIEC pour 2050 obsolètes 30 ans à l'avance. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même surprenant que des gens... C'est référé, c'est une revue, c'est pas des gens qui, c'est pas un avis qu'on sort comme ça, c'est un avis qui a été jugé, etc. Donc, et quand on regarde, on voit que le graphe qui est intéressant, c'est 100% wind and solar electricity. Donc, il trace un graphe. Il y a deux façons de faire 100%. Soit faire 100% de vent, soit faire 100% de soleil. Et entre les deux, on peut mixer. Et puis, il donne ce qu'on imaginait en 2050 avec les différents scénarios. Voilà le scénario. Vous voyez, progresser, on progresse là-dessus. On s'aperçoit que les scénarios ne donnaient pas grand-chose en 2020. Et regardez où est l'Allemagne en 2019. Vous voyez, il y a du chemin à faire. Elle est à 10% de solaire et elle est à 20% d'éolien. Et vous prenez le Danemark, il est très fort en éolien, vous voyez, il y a un peu de solaire, mais il est à 55% d'éolien. Et vous regardez les scénarios qui sont là, Bogdanov, etc., sont des scénarios plus récents, les publis sont accessibles, et on voit que ce sont des scénarios à majorité solaire, mais qui se rapprochent des scénarios à 100%. Victoria, c'est en Australie, je crois. Donc voilà quelque chose de très intéressant, et regardez, tous les carrés ici sont des carrés correspondant à ces scénarios qui ont été faits. Vous voyez qu'ils ont tendance à, quelque part, assez sous-estimer le potentiel de croissance. Et là, je ne vais pas vous le lire, ça sera dans les transparents que je vous donnerai, mais j'ai tenu à vous traduire le résumé tel quel, et donc ils appellent les modèles énergie, économie, environnement. Et donc occupent une place importante dans la politique énergétique et la planification d'atténuation du changement climatique. Ces modèles ont un bilan mitigé lorsqu'ils sont évalués rétrospectivement et présentent des biais qui peuvent les rendre contre-productifs pour une politique prescriptive pendant la transition. Nous soutenons qu'en période de transition énergétique, il est préférable de développer une vision du futur système énergétique souhaité plutôt que de s'appuyer sur des solutions technico-économiques basées sur des objectifs simples, par exemple les émissions de carbone plus faibles. Donc en fait, il demande vraiment à ce que notre politique énergétique soit sous-tendue par une démarche de vision et que celle-ci soit intégrée, accepté, etc. Et puis, il donne un élément, effectivement, que j'ai remis, le cas de l'Allemagne, qui est effectivement ce qu'on dirait vision-driven, guidé par la vision, guidé par ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils veulent. Et puis, en fait, idéalement, ces modèles devraient être ouverts, exploratoires, réflexifs et intégrer la dynamique de l'innovation. Et finalement, voilà, c'est la courbe qu'ils donnent ici. Ils ont une courbe ici, ils montrent comment ces deux choses se font. Vision-Driven Policy Scenario qui est ici, et vous avez Conventional Policy Cycle, et ils montrent qu'en fait, finalement, on arrive au même résultat, mais il y a la notion de désir qui apparaît, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, la perception qu'on peut avoir de notre environnement, de la façon dont on veut ou on ne veut pas. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir théoriser des choses que j'avais de façon intuitive, mais sans forcément d'éléments théoriques à mettre derrière. Il y a 200 références dedans. Donc c'est pour vous dire que c'est... Bon. Et alors, un exemple typique des scénarios vision, il y a l'exemple phare, évidemment, qui est l'exemple allemand. Ni fossile ni nucléaire, c'est une vision, 1980, et donc ils sont pour aller vers le 100% renouvelable. Le plan européen est aussi une vision, 20-20-20 en Europe pour 2020. Pourquoi on prend 20-20-20 ? Parce que ça sonne bien, ça, voilà, 20-20-20, et ça donne aussi une direction. Et on s'aperçoit que, voilà, c'était quoi ? C'était 20% d'efficacité énergétique, 20% des émissions de réduction et 20% de renouvelables. Il y a aussi un objectif, 50% de renouvelables en 2050. Vous voyez, on fait sonner les choses et ça donne des objectifs. C'est une vision, quelque part. Parce que sur le fond, ça pourrait être 55, ça pourrait être 40, ça pourrait être 30. On dit 50 parce que ça donne l'élan.
Et puis l'objectif 30-30-30, je suis à l'Institut photovoltaïque, on nous avait demandé en 2015, lors de la COP, d'avoir un white paper. Et puis on a dit, l'objectif c'est 30-30-30 en 2030. Alors après, on a décliné 30 cubes, 30 au cube, etc. etc. Qu'est-ce que c'est? C'est des modules à 30% de rendement, des modules, à 30 centimes d'euros du watt, et en 2030. Vous voyez, c'est une façon de réunir et de fédérer comment on dit, ça fédère les initiatives, quoi. Ça donne des éléments fédérateurs, et ce n'est pas simplement le rendement, ce n'est pas seulement d'aller en 2030. En général, en 2030, on devrait y arriver. Et puis c'est aussi 30 centimes. Donc on associe le rendement, le coût, et on pourrait mettre aussi des objectifs sociaux ou des objectifs économiques. Et puis finalement, les débats. Ça, c'est très important parce que c'est un élément et j'ai repris des éléments qui étaient dans les options sur la table sur le dossier qui a été fait. Et en fait, vous voyez, on a des analyses et on dit les réacteurs de troisième génération, on veut leur coût s'accroître, tandis que les énergies renouvelables a diminué, c'est vrai. Pour autant, les caractéristiques même de l'éolien et du solaire ne permettent pas de conclure en comparant leur seul coût de production. La variabilité de la production doit être compensée par des moyens de flexibilité. Alors vous voyez, donc on voit quelque chose qui dit finalement, tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout à fait forcément, il faut tenir compte des coûts intégrés. Néanmoins, ce qu'on connaît, c'est les LCOE, et donc on doit travailler là-dessus. Et la discussion doit comparer le coût complet des différentes options. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, mais moi, je n'ai pas vu tellement de chiffres qui permettraient de renverser la chose en disant que quelque part... Donc en fait, c'est important, mais vous voyez que c'est une remise en cause de la notion de LCOE dont je vous ai parlé. Je pense que là, vous parlez de remise en cause des LCOE pour les énergies renouvelables. Oui. Mais on peut les remettre en cause aussi pour les autres. Mais bien sûr, non mais... Si on prend une centrale au charbon, on calcule le LCOE en disant qu'elle va fonctionner pendant 40 ans, mais si on l'arrête au bout de 20 ans... Vous avez raison. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de rigoriser. Il faut rendre rigoureuses ces notions-là. Il faut arriver à aller. Et l'autre côté, la nature du débat de société a également changé. Donc on aborde les questions de société. Si le nucléaire suscite toujours une opposition, etc., des enjeux, les énergies renouvelables soulèvent également des controverses, mêlant considérations sociétales et environnementales, incidence de l'hydraulique sur la biodiversité. Je ne vois pas pourquoi l'hydraulique, le barrage de Serponçon, il tue peut-être des poissons, je ne sais pas. Oui, mais alors c'est très intéressant. Vous voyez, là, je suis content d'avoir une réponse. Donc, ça veut dire que c'est mal. Néanmoins, moi, je ne voyais pas l'hydraulique développée de façon raisonnable comme un élément contribuant à l'abaissement de la biodiversité. Bilan carbone du photovoltaïque, je vous en ai un petit peu parlé. Entre 30 et 6 par rapport à 1000, quand même. Et ensuite... emprise paysagère de l'éolien, on parle d'énergie, alors il faut faire le paysage bien, etc., mais on peut se poser des questions, et conséquences de leur variabilité. Alors là, que se passe-t-il une nuit sans vent? Il suffit de stocker. Aujourd'hui, il y a une solution, donc en fait, ça veut dire que quelque part dans le débat, il faut aussi, quelque part, quand j'entends qu'il n'y a pas de soleil la nuit et qu'on n'est pas capable, c'est à nous adapter au soleil, à l'intermittence que nous faisons tous les jours. Quelque part, il ne faut pas le prendre comme un fait acquis qu'on a du pétrole, etc. Donc c'est une réflexion sur les débats. Cette réflexion est intéressante parce qu'on la retrouve dans différents rapports. Le présent relatif à les scénarios, donc on revient aux scénarios. Les partisans d'une cible 100% NR affirment avec raison, c'est intéressant quand même, que beaucoup de prédictions alarmistes sur les limites techniques à l'intégration des NR faites par le passé se sont révélées fausses. C'est quand même intéressant. On va voir. Cependant, il n'existe aucune démonstration de la faisabilité des intégrations très poussées, etc. Moi, l'exemple du Chili, par exemple, les systèmes qui commencent à exister, c'est déjà le cas. Et puis, cette incertitude a suscité un scepticisme quant à la possibilité. Voilà. Donc, en fait, on voit que par rapport à ça, on n'y va pas, on avance peut-être un peu trop à reculons. Et enfin, si vous voulez avoir d'autres visions qui sont intéressantes, et je vous encourage à aller la voir, c'est d'assister, d'écouter les conférences. Vous voyez, 100% ENR, c'est possible. C'est Jean-Marc Jancovici qui a une autre vision, et je peux vous assurer que là, ce n'est pas du tout la même que celle que j'ai, parce que pour lui, les énergies renouvelables sont très décriées, on n'en fera jamais rien, etc. Mais ce qui me semblait important, c'était aussi de vous donner
des éléments de jugement par rapport à mon cours, puisque je n'ai pas de contradiction, c'est important que vous puissiez analyser et vous verrez des choses. Bon, voilà, je vous laisse le découvrir, mais ça a été fait, il y en a une en particulier à l'École de commerce de Paris en 2021, et ça vaut le coup de l'écouter, ce qu'il dit sur les énergies renouvelables. Voilà, je crois que j'ai... je voulais terminer sur quelque chose de positif en vision. Et cette chose positive, c'est ce qui a été présenté, le plan d'action du photovoltaïque, 1000 projets, etc. Ça s'appelle plan d'action pour accélérer le développement du photovoltaïque. Et là, je l'ai trouvé exceptionnel, parce que les points qui étaient dedans, les mesures présentées sont toutes des mesures extrêmement intéressantes, très positives, accompagner les acteurs, les développeurs, etc. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier le plan de réindustrialisation pour produire des modules en France, de panneaux solaires en France, mais néanmoins, c'est une très belle vision à laquelle je souscris cette fois-ci à 100%. Merci pour votre attention.